Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Face à l'invité sur le reflet de Kinshasa. Vous faites bien de nous choisir. Vous avez pris rendez-vous avec ces nouveaux programmes sur Kin 24 qui reçoit un invité par jour pour parler des différents sujets d'actualité, sujets de société, politique et consorts. Et pour ce numéro, nous recevons sur ce beau cadre de Kin 24 une invitée. Il s'agit d'une dame que vous connaissez pour certains, bien sûr. Il s'agit de Maître Arlette Audiard. Elle est présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, CDUC. Maître Arlette, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup de votre invitation, madame. Voilà, c'est déjà le mois de mars, le mois dédié à la femme. 1er mars 2022, le mois de mars a toujours été dédié à la femme. Un message avant d'entrer dans le vif de notre sujet à toutes les femmes qui vous suivent maintenant. J'invite les femmes à capitaliser cette occasion qui a couronné le combat pour l'émergence de la femme et le leadership féminin. Il faut profiter de chaque jour. Moi, je ne partage pas l'avis de ceux qui pensent qu'il ne faudrait pas célébrer ce mois. Je place une nuance entre les faits de célébrer et de fêter. Et célébrer, pour moi, c'est très important parce que ça nous rappelle notre histoire. Vous savez, quand quelqu'un oublie son histoire, ça veut dire qu'il est condamné à la revivre. Pourtant, il y a déjà beaucoup d'avancées, beaucoup de réalisations. Il est important que nous continuions à célébrer. Maintenant, le 8 mars qui est compris dans le mois de mars a fait que le mois dans son ensemble est dédié à la femme. Okay. C'est ainsi que j'invite toutes celles qui nous suivent de capitaliser chaque jour du mois de mars. Merci, Maître Arlette Audiard Kachama. Mais avec votre autorisation, oui. C'est quand même le 1er mars, un jour qui rappelle le lancement officiel de notre structure. Comme vous l'avez dit, le collectif pour le développement et l'unité du Congo. Alors j'en profite pour dire qu'à ce jour, nous sommes vraiment heureux de son parcours. Il a su s'étayer un espace pas seulement dans l'arène politique, mais aussi dans les cœurs des Congolais. Et je salue tous les militants, tous les collaborateurs de la structure, et je leur souhaite une fructueuse deuxième année. Voilà, quelle coïncidence en tout cas. Kin 24, on ne savait pas que votre structure totalisait une année déjà et on vous souhaite plein succès comme vous le dites, mais nous allons mettre un bémol par rapport à ce mois de mars parce qu'on va revenir là-dessus. Mais on va parler justement de votre structure que vous considérez comme une ASBL, une structure de la société civile. Je rappelle le collectif pour le développement et l'unité du Congo. Quelle est la vision que vous avez pour cette structure ? Notre vision était d'abord de participer à la vie de la nation. Nous sommes dans un pays, certes dit démocratique, mais beaucoup de nos compatriotes pensent le contraire, pensent qu'il y a encore beaucoup à faire pour consolider la démocratie. Il n'y a pas suffisamment de garanties accordées aux citoyens dans le sens du respect de droits et libertés fondamentaux. Et il y a aussi des antivaleurs dans notre société contre lesquelles il faut militer, notamment le tribalisme, le népotisme, la corruption. Il y a tellement ces antivaleurs contre lesquelles il fallait militer. Et notre vision, en participant à la vie de la nation, c'était celle d'éclairer les débats publics, celle de sensibiliser le peuple à connaître ses droits, à connaître les limites à ses droits, à savoir quand et comment réclamer aussi à l'État ce qui sont ses devoirs. D'autre part, aussi sensibiliser la classe politique pour ne pas oublier la mission première qui est celle de servir le peuple et le peuple avant tout. Alors, Maître Arlette Audiard, vous êtes présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, CDUC. Et comme vous l'avez dit, c'est une vision que vous avez justement pour militer en faveur de tout ce que vous venez de citer dans le cadre de votre vision. Mais on connaît plusieurs sociétés civiles comme Force Vive en République démocratique du Congo. Votre particularité se résumerait peut-être dans l'objectif que vous vous êtes assigné et qui sont lesquels ?
Le premier objectif pour nous était de vendre l'image des Séduc, le faire connaître à l'opinion tant nationale qu'internationale. Je venais de dire ici que Séduc n'a que 1 an. Il est né dans les circonstances où il y a plusieurs structures déjà au sein de la société civile. Il fallait alors expliquer à l'opinion le pourquoi de l'avènement des Séduc. Est-ce que ça ne serait pas une structure des trop? Et le 1 an, nous l'avons capitalisé dans le sens d'expliquer à l'opinion, d'expliquer aux citoyens que nous voulons bien servir le pourquoi de la création de Séduc. Et maintenant, nous allons nous lancer dans un deuxième objectif qui sera le contact physique avec le peuple. Nos compatriotes doivent s'approprier notre combat. Ils doivent se rassurer du fait que nous portons réellement leur desiderata, parce que notre ambition est de voir des dirigeants qui soient à l'écoute du peuple, mais pas seulement à l'écoute, aussi qui sachent répondre aux questions telles que soulevées dans notre société. Un bébé d'1 année, vous le dites, qui commence déjà à jeter quelques petits pas de marche. Vous avez cité, entre autres, dans vos objectifs, la sensibilisation. Je vais le lire: sensibiliser les acteurs politiques au respect de la Constitution, des lois du pays et des principes de la démocratie. Est-ce qu'à ce jour, vous estimez que vous avez mené des actions dans ce sens-là? Et aussi, sur le plan pratique, en République démocratique du Congo, avance-t-on dans le respect des lois du pays? Nous avons mené des combats loyaux dans ce sens-là, mais malheureusement, il n'y a pas eu de répondants. Nous, en tant que société civile, nous ne sommes pas décideurs. Okay. Nous ne pouvons que influencer la prise des décisions. Et ceux qui décident, vous savez, c'est soit ceux qui sont au pouvoir, soit ceux qui sont dans l'opposition pour les questions qui leur sont spécifiques. Il s'est fait constater dans la vie des Séduc qu'à quelques fois où des recommandations ont été formulées, notamment à l'opposition, l'opposition a réagi. C'est le cas, par exemple, de notre marche du 13 novembre 2021, qui a été un succès parce que l'opposition nous avait accompagnés. Nous, la société civile plurielle, à laquelle appartient aussi Séduc, étions dans la rue pour dire non à une CENI qu'on estime non consensuelle, pour dire non à la perception du RAM, pour dire non carrément à l'action du gouvernement, parce qu'elle semblait ne pas satisfaire le peuple congolais dans sa grande majorité. Et l'appel a été lancé à l'opposition politique. Vous avez vu comment ils nous ont accompagnés et que cette marche était un succès. Mais le regret est qu'on aurait voulu que ceux aussi qui sont au pouvoir soient autant attentifs à la demande sociale. Il s'est fait que, à chacune de nos revendications, il n'y a pas eu de suite, mais ce n'est pas pour cette raison qu'on doit arrêter, on continue à mener le combat. Vous pouvez confirmer, parce qu'aujourd'hui, c'est le 1er mars, c'est déjà la date c'est l'entrée en vigueur de la suppression de la taxe RAM. On peut reconnaître qu'il y a eu une avancée, parce que la taxe RAM, nous disent-ils, a été supprimée, mais vous savez que ça a été fait tard, après avoir causé beaucoup de préjudice aux compatriotes. Il y a aussi la question du remboursement ou alors de la destination des frais collectés par RAM, qui n'est pas portée à la connaissance de l'opinion publique ou carrément du souverain primaire. Ça continue à être notre lutte et on espère bien voir les dirigeants y réserver une suite appropriée. Donc pour RAM, le collectif soutient également le remboursement de tous les crédits qui ont été prélevés dans le cadre de ces taxes. Ce n'est pas seulement le collectif, c'est le peuple congolais dans sa grande majorité, parce qu'il n'est pas normal que dans un pays où il y a des lois, qu'il y ait des personnes qui pourtant devraient servir d'exemple, qui se permettent de la violer et dans l'impunité totale. Non du tout, ça ne passe pas dans l'opinion. Et c'est ainsi que nous, en tant que structure organisée, nous ne faisons que porter la voix de ce peuple-là.
Et dans l'un de vos objectifs aussi, vous avez parlé d'éclairer des débats publics. Est-ce que votre structure ASBL a eu le temps de faire ces genres de débats pour justement sensibiliser la population à la connaissance de ses droits, à ce qui lui revient? Est-ce que vous avez organisé ces genres d'activités? Oui, nous les avons plusieurs fois organisés. Et quand on parle de débats publics, ce n'est pas seulement les petits peuples. Les débats publics dont on fait allusion, c'est aussi, comme je venais de le dire, les dirigeants. Mais dans l'opinion, par le peuple, par l'opposition, on voit des réactions. Un peuple qui aujourd'hui sait veiller sur les biens de l'État. Je venais ici d'évoquer qu'il y a eu une marche le 13 novembre. Vous savez comme moi qu'il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de morts. Ça veut dire que notre sensibilisation à l'endroit des citoyens a produit des effets. Comme je l'ai aussi dit pour l'opposition. Mais de l'autre côté, non, ça n'arrive pas. On a notamment porté les cas de certains compatriotes qui se retrouvent en prison pour n'avoir pas correctement été jugés. Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils ont été libérés? Non, il y a des compatriotes qui ont bénéficié de la grâce présidentielle qui sont toujours en prison. Il y a des compatriotes qui ont été victimes, par exemple, de la fermeture du marché central de Kinshasa. Ils n'ont pas été recasés, ils ont perdu de leurs marchandises, ils ont connu des préjudices, mais l'État ne répond toujours pas. C'est ça notre difficulté. Mais comme je venais de vous le dire, ce n'est pas une raison pour nous d'abandonner le combat. Est-ce que c'est, comme vous le dites, ce n'est pas une raison pour vous d'abandonner? Je vais rappeler que vous étiez autrefois ancienne présidente de la Ligue des femmes de la dynamique Congo Uni, que vous avez justement abandonné. Vous avez quitté de la politique à cette vie apolitique. Quelles ont été les raisons justement de ce changement? Bon, les raisons du changement sont seulement qu'au départ, quand bien même j'avais des responsabilités dans un parti politique, je m'étais rendu compte que j'étais dans la politique partisane. Okay. J'ai jugé bon d'être maintenant dans la politique participative. Et là, je suis en train de contribuer à la vie de la nation. La nation et sa vie a des compartiments. Il y a la majorité, l'opposition et la société civile. Mais les gens pensent que seuls ceux qui sont dans l'opposition et la majorité participent à la vie de la nation, ce qui est faux. Nous sommes au sein de la société civile, mais vous savez qu'aujourd'hui les gens parlent des CEDUC, les gens parlent de sa présidente et d'autres membres de notre structure. J'avais tout simplement trouvé que l'endroit n'était pas le mieux indiqué pour véritablement participer à la vie de la nation congolaise. Vous parlez de la majorité, de l'opposition, de la société civile, mais il faut le dire, aujourd'hui en République démocratique du Congo, on a cette coloration. Il y a des sociétés civiles qui sont pour le pouvoir, société civile, opposition. Comment vous pouvez juger d'emblée la force de la société civile en termes de participer, comme vous l'avez dit, à la construction de notre pays? Oui, on ne peut pas être citoyen, surtout engagé dans la vie politique de la nation, sans avoir des penchants politiques. Ça, il faut le reconnaître. Okay. Et ce n'est interdit nulle part dans la loi, parce qu'en étant société civile, on est peuple. Seuls les militaires et les éléments de la PNC ne peuvent pas participer au vote. Et tous les restes ont le droit d'être dans un camp politique comme dans l'autre. Et ce qui est important pour les membres de la société civile, c'est d'être objectif dans l'analyse. Et nous le sommes. Nous n'avons pas... C'est vrai, je vais reconnaître le fait que nous sommes un peu estampillés de l'opposition, mais ce n'est pas parce qu'on l'a voulu. C'est parce que, comme je vous ai dit plusieurs fois, nous avons porté des revendications, nous avons fait des dénonciations, mais on a senti du répondant du côté de l'opposition et pas du côté du pouvoir. Et toutes les revendications de l'opposition à ces jours ne sont pas portées par le pouvoir. Vous vous souvenez de comment ils se battent, ils ne se mettent pas d'accord autour de la question de la CENI. Or, ce sont des questions qui devraient les mettre naturellement ensemble. Ce sont des questions d'intérêt général. À part cela, on a vraiment l'impression que ceux qui dirigent aujourd'hui semblent ne pas avoir une ambition politique à la dimension de la RDC. Okay. Toutes les réalisations qui sont faites ne le sont qu'en faveur de Kinshasa. Vous avez entendu lorsqu'on avait parlé des poissons Saint-Chincha
Ce n'est jamais arrivé au Bandundu à l'Équateur ou au Grand Katanga. C'est toujours à Kinshasa. Mais après, quand on a parlé de Transacadémia, c'est toujours pour Kinshasa. Vous avez entendu parler de Kinshasa Zéro Trou. Toujours à Kinshasa. Donc ça veut dire que oui, c'est dans les provinces, mais quand c'est parti dans les provinces, vous savez qu'il y a eu des tournements dans ce projet-là. Et même si on doit considérer que c'est parti dans le Kasaï, mais il n'y a pas encore de réalisations qui puissent couvrir l'ensemble du territoire national. C'est ce qui est regrettable. On n'est pas président pour des provinces bien énumérées limitativement. Elle est grande, mais dans chacune de ces provinces, il y a des représentations du gouvernement central. C'est ça la force, par exemple, de l'ancien régime, qui avait lancé la promotion de la géopolitique, ce qui permettait à chacune des provinces déjà de bénéficier de projets réalisables dans les provinces. Mais ça pourra peut-être aller avec ce projet des 145 territoires qui est lancé par le gouvernement. Mais vous savez que ce projet-là, il pose des problèmes à tous les niveaux. Il n'a pas été correctement planifié. Je ne le dis pas en l'air parce que j'ai suivi, comme tout le monde, les ministres d'État, ministres du Plan sur les médias, n'est pas pouvoir répondre aux questions de vos confrères et aux préoccupations de la population, si bien qu'on a tellement de doutes du succès de ce projet. Vous savez pourquoi on doute encore? C'est parce que tous les autres projets qui ont précédé celui de 145 territoires n'ont pas abouti. Il y a eu des détournements, il y a eu le fait que les projets n'ont pas touché à leur fin. Quand il y a des accusations contre certains acteurs clés ou majeurs dans la réalisation de ce projet, qui sont indexés, qui sont accusés dans les détournements et autres, il n'y a pas eu de sanctions ni d'interpellations. Donc ça veut dire que ce sera les mêmes acteurs qui pourtant ont échoué dans le projet 100 jours, dans le projet Chile-Gelou, dans le projet Zéro Trou, qui encore sont responsabilisés dans le projet de 145 territoires. Toutes choses restant égales par ailleurs, eh bien, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Maître Arlette, on ne va pas se limiter à critiquer sans pour autant proposer pour ce changement, puisque vous évoquez des échecs dans tout le projet. On voit l'IGF qui ouvre les yeux dans ces différents projets avec des interpellations et voire des arrestations. Aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui doit être fait au concret pour justement baliser le chemin pour le développement en République démocratique du Congo? Vous faites bien de poser cette question, Madame Nathalie. Aucune réalisation n'est possible dans un pays, surtout un pays continent comme le nôtre, lorsqu'elles ne sont pas précédées par des réformes. Pourquoi il faut des réformes? Parce qu'elles vont résister au temps. Quand vous faites des réalisations ponctuelles, il suffit d'un changement des régimes. Ben, ça ne va pas se poursuivre. Lorsque le président Félix Tshisekedi ou l'UDPS s'emmène notamment avec un projet de la gratuité de l'enseignement, c'est un projet salutaire. Mais il aurait dû, on aurait voulu voir d'abord une loi ou des lois qui organisent les réformes dans ces secteurs. Ce n'est pas arrivé. Vous avez vu que ça a réussi à la première année. À la seconde année, ça a commencé à battre de l'aile. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Il n'y a pas de réforme. L'Assemblée nationale ne fonctionne pas. Ou alors, elle ne fonctionne que pour demander des jeeps, pour demander de l'argent, des moyens, comment se déplacer, aller au Vatican, mais pas vraiment pour organiser des séries de réformes. C'est là notre doute par rapport au succès du mandat de l'UDPS au sommet de l'État. En tant que collectif et société civile, vous avez déjà des propositions allant dans ce sens-là pour améliorer les choses. Déjà? Absolument. La première proposition, c'est que les gouvernements doivent travailler sur les réformes. Le gouvernement, bien sûr, avec l'Assemblée nationale, on va dire la majorité présidentielle et parlementaire. Mais ensuite,
les dirigeants doivent être en contact avec les structures de la société civile dans les domaines précis, dans les domaines spécifiques. Et pour ces cas-là, on doit sentir une collaboration, par exemple, entre le ministre de l'Environnement avec les ASBEL et les ONG qui travaillent dans les secteurs de l'environnement. Ça existe non, mais ça n'existe pas. On ne sent pas cela. Quand vous entendez les activistes de la société civile parler sur les médias, c'est toujours pour faire des revendications et des dénonciations. Alors qu'on aurait voulu à un certain moment assister à des sorties médiatiques des acteurs de la société civile qui disent « Voilà, nous avons mené tel combat et qu'il a apporté, il a apporté tel résultat, telle solution. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, Madame Nathalie. Ok. Alors, au regard de la situation politique en République démocratique du Congo, le CDUC a quelles leçons à tirer? Vous le savez, bientôt, ça sera l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces, dans les 14 provinces à conflit. On assiste déjà à des contestations au niveau des candidatures, avec des candidatures uniques au niveau de l'Union sacrée de la nation. C'est qui fâche déjà. Est-ce qu'on peut soutenir cette thèse qui, selon certaines personnes, ne respecte pas d'ailleurs ces termes démocratie en République démocratique du Congo? Absolument. Moi, je suis de ceux qui ont plusieurs fois milité ou haussé le ton pour dire que l'Union sacrée ne ressemblait pas à une majorité parlementaire. Parce que la Constitution est claire de comment on constitue une majorité parlementaire. Et la manière dont cette structure-là s'est créée ne cadre pas avec les lois de la République. Après, on a aujourd'hui l'impression que ceux qui avaient accepté de rejoindre le président Tshisekedi au sein de l'Union sacrée n'y étaient partis que pour des postes, contrairement à ce qu'ils disaient au départ, qu'ils y allaient pour la vision du président de la République. Vous avez entendu les poids lourds de l'Union sacrée, certains dire, comme il n'y a pas eu consensus dans la désignation des gouverneurs, et nous allons y aller en cavalier solitaire. Beaucoup de structures se sont prononcées. Et à ce moment-là, les compatriotes ont compris que c'était de la démagogie, c'était du mensonge dans leur langage, celui de dire qu'ils suivaient la vision. Ils se sont arrangés pour violer la loi et à un certain moment, ils se sont brouillés. C'est ainsi que, pour répondre à votre question, celle de dire quel est l'enseignement que nous tirons de la situation politique actuellement au pays, c'est que nous devons tous travailler pour le respect des lois de la République. Quand on veut construire quelque chose sur la base d'une violation des textes, eh bien, c'est comme du solide qui est construit sur ce qui est fragile. L'essor est connu. Alors, avant de changer le chapitre pour chuter, Maître Arlette Odia, je rappelle que vous êtes présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, pour ceux qui nous suivent. Vous avez toujours milité à ce que celui ou la personne qui soit à la tête de la CENI ne soit pas Kassaya. Aujourd'hui, on a Denis Kadima à la tête de la centrale électorale congolaise. Et comment, à votre avis, pouvons-nous crédibiliser le processus électoral? Bon, il faut dire que les débats ont évolué, et celui-là, c'est ce que moi j'ai l'habitude d'appeler le débat de sincérité. De mon point de vue, que je n'impose à personne, il est un peu indécent pour un président de la CENI d'appartenir à la même province que le candidat président de la République sortant. Qu'est-ce qui blesse? Tout simplement parce que dans notre pays, on continue à mener un combat contre les tribalismes qu'on n'a pas encore vaincu. Au moment où on aura gagné cette bataille-là, alors ça ne posera plus problème. Vous allez dans tous les partis, vous lirez tous les statuts des partis politiques, vous y trouverez un chapitre qui parle de la lutte contre les tribalismes. Dans ces conditions-là, dès mon point de vue, il me semble malaisé que le président de la CENI soit de la même province que le candidat président de la République sortant. Mais aujourd'hui, le débat a évolué. Nous sommes allés à autre chose. Parce que cela ne viole pas la loi, mais pour moi, ça choque tout simplement la morale. Or, la morale, il y en a qui ne font plus recours à la morale, n'est-ce pas? Et ils vont se limiter à vous dire, ça viole quelle loi? On est d'accord que ça ne viole pas la loi. Mais non, le débat aujourd'hui, c'est autour du fait que la CENI devait être consensuelle. Il se fait
que la majorité parlementaire ne veut pas d'un consensus autour de la désignation de la CENI. Ils vous disent qu'ils ne veulent pas de dialogue parce que pour eux, le dialogue renvoie au partage du pouvoir. Nous disons que c'est faux. Parce que le dialogue qui renvoie au partage du pouvoir, c'est celui qui est fait en dehors du mandat électif. C'est le cas qui est arrivé en 2016 lorsque le président Kabila était en dehors de son mandat. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et qu'il y a déjà eu des séances de dialogue au sein de l'Assemblée nationale, notamment celle qui a conduit au vote de la loi organique portant CENI. Il y a eu une commission à l'Assemblée nationale, notamment présidée par le député Eliezer Tamboué et avec son adjointe, la députée Ina Gossi. Mais pourquoi après, on ne peut pas pérenniser cette culture des débats? Nous sommes dans un État démocratique et le débat doit être permanent. Et pour avoir violé cette formalité-là, nous pensons que la CENI n'est pas consensuelle. N'ayant pas été consensuelle, elle ne peut pas organiser les prochaines élections. Voilà, je le dis d'entrée de cette émission que ce jour augure le mois de mars, mois dédié à la femme. Dans le cadre de votre collectif, vous militez aussi pour la promotion de la femme, les leaderships féminins. Un mot par rapport à ce thème international du 8 mars qui porte sur l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. On parle de faire progresser l'égalité des sexes. Oui, je pense que ça c'est un thème vraiment qui responsabilise tous les deux sexes. Les hommes sont appelés, oui, à accompagner ce combat-là, mais aussi et surtout la femme. Parce que, comme on l'a dit, la liberté, le leadership, la promotion, ça ne sera jamais un cadeau. Il faut mériter sa place. C'est vrai que ce concept-là n'arrange pas beaucoup de choses parce qu'on estime, beaucoup de gens, parce qu'on estime que l'homme n'a pas autant milité, mais naturellement, il se retrouve aux affaires. Pourquoi on doit demander à la femme de militer? Mais on doit absolument demander à la femme de militer parce que ce soit à l'Occident, que ce soit ici en Afrique, nous avons les pesanteurs culturels qui pèsent sur nous. Il y a des contraintes d'ordre physiologique, les contraintes d'ordre culturel qui font que la promotion de la femme aujourd'hui, c'est un processus. Hier, même à l'Occident, la femme n'avait pas le même droit qu'elle a aujourd'hui. Ça a été un combat mené. Donc, si on doit dire qu'il n'y a pas de raison de demander à la femme de fournir beaucoup plus d'efforts, c'est méconnaître le combat qui nous a amenés à ce jour. Et je voudrais répéter ce que j'ai dit au départ, que celui qui ignore son histoire ou qui l'oublie est condamné à la revivre. Bien dit, Maître Arlette Odia. Pour chuter, je vais poser la dernière question. C'est une question directe à vous par rapport au leadership féminin parce que vous en parlez justement, la promotion de la femme, la participation de la femme dans la prise des décisions. Est-ce que vous avez aujourd'hui un exemple, pas dans le monde, mais en République démocratique du Congo, d'un leadership féminin si puissant? Bon, il y a des femmes leaders dans notre pays. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, mais dans le domaine de la politique, elles sont à compter au bout de doigts. Si vous voulez que je vous cite quelqu'un, une femme qui, en tout cas, je dois être franche, dans notre pays, qui m'inspire, c'est Madame Catherine Zouzuambombo. Parce qu'elle s'est battue dans des contextes très, très, très difficiles. Il faut lire son CV, il faut lire sa biographie, son histoire pour comprendre que c'est une femme qui a tenu tête bon, je ne vais pas dire qui a tenu tête aux hommes, mais en tout cas, elle est restée droite avec son regard fixé vers ses objectifs. Elle a milité. Aujourd'hui, elle est encore dans la vie politique. Elle a fait ses preuves et pour moi, c'est un modèle de bravoure et de leadership féminin très, très, très prononcé. Voilà. Leadership féminin très, très, très prononcé. Salutations à Maman Zouzuambombo.
qui va justement nous suivre à travers cette émission. Merci, Maître Arlette moi. Odia Kachama, d'avoir répondu à toutes nos invitations et d'avoir participé à cette émission Face à l'invité sur KIN 24. Je rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de ces nouveaux numéros de Face à l'invité. Et moi, je vous retrouve avec le même plaisir très prochainement avec ce même sourire.